Donc, on va laisser la parole à Valérie Jouste, docteur en sciences, titulaire d'une HDR en santé publique, environnement et santé, et responsable des biostatistiques au registre bourguignon des cancers digestifs. Donc en fait, moi je vais vous parler de nos travaux qu'on a menés au registre sur l'estimation du délai entre le diagnostic et la guérison statistique à partir des données de registre français. Et ceci est complètement en lien avec le droit à l'oubli, puisque donc un petit rappel de ce qui se passe en France sur le droit à l'oubli. Les difficultés d'accès à l'assurance et à l'emprunt sont une question qui... Il y a un micro Est-ce que tu pourrais couper ton micro? Je pense que c'est ton micro qui est allumé. Merci. Merci. Donc, depuis de nombreuses années, la question de l'accès à l'emprunt après un cancer est une question importante. Et c'est à partir de 2014, avec le 3e plan cancer, que c'est devenu un point central du plan cancer, une priorité nationale. Et en 2016, la loi santé a inclus la convention AERAS, le droit à l'oubli, qui donc autorise à ne pas déclarer une histoire personnelle de cancer, mais on est 10 ans après la fin des traitements. Donc on est, pour répondre à Sandrine, quand on est 6 ans après le cancer, effectivement, on ne rentre pas dans le cadre du droit à l'oubli. Alors ça, c'était en 2016. Depuis, il y a eu des grilles de référence par pathologie qui ont été développées, et donc le groupe de travail AERAS apporte des modifications régulièrement à cette base de 10 ans après le diagnostic. Et Francim a été impliqué historiquement dans ce travail sur la mise en place du droit à l'oubli, puisque dès les années 2000, on travaillait avec la Ligue contre le cancer. À l'époque, on faisait des travaux de la survie conditionnelle pour donner des éléments aux associations pour convaincre qu'il était justifié d'avoir le droit à l'oubli. Et donc, depuis 2012, nous avons au sein du registre un soutien fort de l'INCa pour travailler sur les problématiques de droit à l'oubli et donc pour estimer le délai statistique. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer la démarche de pourquoi on a utilisé des modèles statistiques pour arriver jusque-là. Qu'est-ce que c'est que la guérison statistique? C'est en fait une absence de mortalité due au cancer. On dit qu'à partir d'un certain temps, il n'y a plus de mortalité due au cancer, et donc ça devrait correspondre, dans la logique assurantielle, à une absence de surprime. Et donc, ce qui correspond exactement à un moment où il devrait y avoir un droit à l'oubli, puisque s'il n'y a plus de surprime, en fait, on se retrouve dans le cas général de l'accès à l'assurance. Donc, l'objectif de nos travaux, ça a été de donner des éléments qui permettent au groupe de travail AERAS d'adapter le délai du droit à l'oubli. Donc, pour ça, on a eu besoin de décrire la mortalité due au cancer pour estimer à quel moment elle s'annule. Alors, comment décrire la mortalité due au cancer? Dans les essais thérapeutiques où on connaît la cause de décès, on fait de la mortalité spécifique et on peut estimer la mortalité directement due au cancer à partir de la cause de décès notée sur le certificat de décès. Dans les registres de population, on considère que la cause de décès est non connue, ou quand elle est connue, elle n'est pas vraiment utilisable de façon intéressante en population générale, parce que elle est souvent liée à un arrêt cardiovasculaire, et en fait, elle n'est pas très utilisable. Donc, en fait, dans les registres de population, on utilise la mortalité en excès. Pour cela, en fait, on part pour décrypter la mortalité. En fait, on peut, à partir des données de l'INSEE, avoir accès à la mortalité de la population générale. Et quand on se replace dans le contexte d'une cohorte de patients atteints d'un cancer, en fait, cette mortalité dans la population générale, elle correspond à la mortalité attendue, c'est-à-dire celle que les patients auraient s'ils n'avaient pas le cancer. Et donc ici, on voit que cette mortalité dépend un petit peu du sexe et du département de résidence et de l'année, mais elle dépend surtout de l'âge, et elle augmente avec l'âge. Ensuite, on a accès
aux cohortes de cancer grâce à la base de données nationale Francim, par exemple. Et donc là, on peut observer ici un exemple pour des patients qui ont un diagnostic de cancer à l'âge de 40 ans. On observe une mortalité qui augmente de façon importante dans les années suivant le diagnostic du cancer. Et donc, c'est à partir de ces données de registre qu'on a cette mortalité observée, et on considère que la mortalité due au cancer, c'est la mortalité qui est observée en excès de ce qui était attendu. Et donc, en fait, en retranchant la mortalité attendue à la mortalité observée, on a la mortalité en excès, et ce qui est l'équivalent de la mortalité due au cancer, et ce qui permet d'estimer la survie nette ou survie relative. Les deux termes sont équivalents. Dans ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en fait, ce qu'on observe souvent, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, la mortalité observée dans notre cohorte rejoint la mortalité attendue. Ici, on voit les deux courbes qui se rejoignent, et ce qui correspond en fait à une mortalité en excès qui devient nulle. Et en fait, c'est exactement la définition que je vous ai donnée au début de la guérison statistique. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'estimer le délai de guérison entre le diagnostic et le moment où cette mortalité va devenir nulle, ce qui se traduit sur la survie nette à droite par un plateau. Et en fait, le plateau qu'on observe dans la survie nette correspond à la proportion de guéris. En dessous, là, ce qui est en dessous, ça correspond à P, la proportion de patients qui ne mourront jamais du cancer. Et donc, c'est ce qu'on appelle statistiquement guéris. On peut donc décrire une partition de la population, de la cohorte, entre la fraction P de guéris et 1 moins P de non guéris. Et donc, les modèles de guérison s'écrivent comme la survie nette est égale à un mélange de deux populations, donc P, la proportion de guéris, multipliée par SC, qui est la survie nette des guéris, cured, plus 1 moins P, fois la survie nette des non guéris. Et en fait, comme par définition, les patients qui sont guéris ne décèdent pas du cancer, leur survie nette, elle est toujours égale à 1. Donc, on se retrouve à écrire que la survie nette, elle est égale à P plus 1 moins P fois SU de T. Et ici, on a donc SU en jaune. Et c'est grâce à ces modèles, en fait, qu'on peut aller travailler ensuite sur la proportion de guéris. Alors, cette partition, en fait, elle est vraie au diagnostic seulement. Et en fait, le modèle que je vous ai montré là, il nous décrit la population en la séparant en deux, mais il ne nous dit pas à partir de quel moment on peut considérer qu'il n'y a plus de mortalité. Et en fait, nous, le travail qu'on a fait au registre, en collaboration avec des statisticiens, des mathématiciens, c'est d'essayer de formaliser comment on peut utiliser ces modèles pour estimer le moment à partir duquel il y a plus de mortalité. Donc, à partir de cette description de la population, qui est vraie au diagnostic, puisque c'est au moment où tout le monde est encore vivant, à T0, qu'on a P et 1 moins P, la proportion de guéris et de non guéris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, cette partition, elle évolue. Et la proportion de patients guéris parmi ceux qui sont encore vivants au temps T, elle augmente. La proportion de patients guéris, elle augmente. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit une notion qui dépend du temps, donc qui est un P de T, une probabilité d'être guéri à chaque temps T. Et alors, on a pu mathématiquement montrer que cette probabilité d'appartenir au groupe des guéris, elle est égale à P, la proportion de guéris au diagnostic, divisée par la survie à chaque temps T. Et cette probabilité a des caractéristiques intéressantes, puisqu'elle varie entre P à T0, et elle va jusqu'à 1 quand t tend vers l'infini. Donc, elle va de 0 à 1. Et si on revient sur la courbe précédente, là, elle mesure aussi la proximité entre
la survie nette à chaque temps t, et P, la proportion de guéris. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment la survie est suffisamment proche de P pour qu'on puisse considérer qu'on est guéri. Et donc cet indicateur qu'on a mis en place, il permet de donner à chaque temps la probabilité des guéris et la proximité entre la survie et P. Et donc après, à partir de ça, nous avons défini le délai de guérison comme étant le temps à partir duquel cette probabilité devenait suffisamment grande pour qu'on puisse considérer que les patients qui sont, enfin les survivants qui sont encore en vie à ce temps T, n'ont plus de, enfin leur probabilité de décéder du cancer devient négligeable, puisque leur probabilité d'appartenir au groupe des guéris devient très importante. Donc on a pris le seuil de 95%, on a fait des études de sensibilité pour voir ce que ça changeait de changer de seuil, et en fait on peut donner une probabilité à 90 ou à 99%. Mais donc là, je vais vous présenter des résultats avec un seuil à 95%. Et juste pour une note, si la proportion de guéris est supérieure à 95%, ce qu'on observe dans des cancers comme le testicule chez l'homme jeune ou la thyroïde, on a à ce moment-là un délai qui par définition est égal à 0, puisque on est déjà au-delà de 95% dès le diagnostic. Voici sur un exemple donc, des données Francim, l'exemple du cancer du côlon. J'ai représenté ici la probabilité d'appartenir au groupe des guéris, donc la probabilité d'être guéri en fonction du délai écoulé depuis le diagnostic. Et chez les hommes à gauche et les femmes à droite pour 4 classes d'âge. C'est une modélisation qu'on a faite donc par localisation. On a analysé toutes les localisations cancéreuses solides et hématologiques, et donc on a fait une analyse par sexe et on a modélisé l'effet de l'âge en mettant une spleen pour autoriser un effet non proportionnel de l'âge sur la mortalité. Et donc on voit ici qu'en fonction de l'âge, on a des temps auxquels la probabilité d'être guéri atteint 95%, qui varie chez les hommes entre 9 et 11 ans et chez les femmes entre 7 et 9 ans. Donc si on applique ça à plusieurs localisations, ici je vous ai mis un exemple où on représente le délai de guérison en abscisse et la proportion de guéris en ordonnée, ce qui est intéressant parce que ça donne une idée de la proportion de personnes à qui ça s'applique. Par exemple, dans le cancer de la thyroïde, pour les jeunes, en fait, on est au-delà de 95%, donc on a un délai de guérison à 0, comme je vous l'expliquais, et pour les personnes de plus de 65 ans, on est plutôt avec une proportion de guéris autour de 60% et un délai de guérison autour de 10 ans. Donc une très grande variation pour la thyroïde. Le cancer colorectal, je vous le montrais tout à l'heure, voilà, on retrouve ici les variations entre 7 et 9 pour les femmes et 9 et 11 pour les hommes, et le cancer du pancréas où on a une guérison malgré une survie très mauvaise, et une guérison qui est aussi entre 7 et 9 ans. En ce moment, on est en train on continue nos travaux sur exactement le modèle que je viens de vous présenter, en modélisant l'année de diagnostic, puisqu'on a les nouvelles données Francim, où on a plus de durée, comment dire, d'années de diagnostic. Donc là, on a mis dans un modèle flexible l'année de diagnostic et l'âge en continu. Et en fait, on voit ici toujours l'exemple du cancer du côlon chez les hommes ici. Donc on a en rouge le délai de guérison, on voit qu'il augmente avec l'âge, hein, on retrouve ce qu'on avait en faisant par catégorie. Donc on est entre 7 et 10 ans en 90, et on n'a pas beaucoup bougé sur le délai de guérison, on est toujours entre 7 et 10 ans à peu près suivant l'âge. Par contre, sur la proportion de guéris a augmenté. Depuis entre 90 et 2010, on est passé de 60% pour les plus jeunes et 40% pour les plus âgés à près de 70% et plus de 50% pour les plus âgés. Voilà, donc les retombées de ces travaux, en fait, régulièrement, nous présentons
les estimations des délais de guérison à la commission AERAS et ce qui est utilisé pour adapter les grilles de référence par pathologie et ainsi il y a certaines localisations, par exemple, en fonction du stade, où on peut avoir maintenant des délais de droit à l'oubli qui sont à 1 an ou 5 ans. Il y a eu des adaptations qui ont vraiment été intéressantes. Ensuite, des retombées plus scientifiques, puisque nous avons des séminaires internationaux sur les modèles de guérison, un workshop, et puis des communications écrites et orales. Et les développements qu'on a en tête actuellement au registre, c'est un nouveau modèle qui est sorti déjà dans Biometrics, en fait, c'est terminé, pour estimer directement le délai de guérison, parce que là, comme vous l'avez vu, on est un peu obligé de passer par des artifices. Donc, on a un modèle qui permet maintenant d'aller directement estimer le délai de guérison. Mais qui nous a amené à de nouvelles questions parce que on s'est aperçu en fait que la mortalité attendue n'était peut-être pas, ce modèle est très sensible à la mortalité attendue et on se demande si utiliser la mortalité observée dans la population générale est vraiment adapté pour estimer, si on peut utiliser directement la mortalité de la population générale pour la mortalité attendue ou s'il faut apporter une correction. Donc en ce moment, on travaille à voir quelle correction apporter pour ajuster au mieux et ne pas donner ne pas surestimer en fait la mortalité due au cancer par une mauvaise estimation de la mortalité attendue. Donc ça c'est important parce que ça évite une double peine quoi, de trop impacter la mortalité en excès. Et puis ça nous permet aussi de faire des estimations de prévalence des guéris et des non guéris en France en fonction de la localisation de cancer. Voilà, donc ces travaux ont été faits grâce à des collaborations, beaucoup de collaborations au sein du registre et puis à l'extérieur avec des mathématiciens, des statisticiens et des actuaires, aussi les épidémiologistes et même des cliniciens. Et c'est l'intégration de ces différentes spécialités dans ce travail nous a permis, je pense, d'arriver à ce où on en est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.